Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, la relation avec mon père, justement, parce que lui, il attendait que ça. Il voulait que j'aille à l'INSEP, que je devienne pro, en fait. Et c'est vrai que ça me faisait peur. Presque un choc, quoi, pour moi, de passer, on va dire, dans ce nouveau monde. Le titre de MVP, tout de suite, de toute façon, j'ai pensé à mes coéquipiers. J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sans elle. J'ai cravaché, j'ai été chercher, on m'a rien donné. Je me serais jamais dit que j'allais me retrouver en Russie. Ça n'a pas été simple parce que je me suis sentie assez seule, quand même. Les visites, ma famille, mes amis, ça m'a beaucoup manqué. Tellement contente d'être là-bas. Enfin, je me dis, t'es à Fener. Contrat, ils ont refusé, etc. J'épargne les détails, mais le lendemain, j'étais dans l'avion, je rentrais, quoi. Après, l'équipe de France, c'est une grande fierté, un privilège énorme. Au début, quand j'ai eu, j'ai presque eu ce sentiment de me dire, je le mérite pas. Le genou, ça fait quelques années qu'il me faisait mal. Et jusqu'au jour où, en fait, je me suis écroulée, quoi. J'ai dit, les gars, j'y arrive plus. Mais en fait, sur le moment, j'ai ressenti comme un soulagement. Salut Elena, Salut bienvenue dans le revers de ma médaille. Je suis très content de t'avoir pour un épisode. Ça fait un petit moment que j'ai envie de t'avoir, donc ça y est, ça se fait enfin. Merci de ta dispo, de ta confiance. Ce serait cool de t'avoir en face de moi. Je suis ravie, merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir. Comment tu vas là en ce début d'année? C'est 2026, j'imagine les résolutions, tout ça. C'est quoi le mood? Les résolutions, plus le temps passe, moins j'en ai. Non, ça se passe bien. 2026, je clôture ma première année en tant que néo-retraitée du basket. Donc voilà, plutôt bilan. J'ai fait un petit bilan de ce qui s'est passé pendant un an. Et puis voilà, j'espère que 2026, ce sera, on va dire, la concrétisation des projets. Trop cool. Ouais, la santé avant tout, évidemment. La santé, Mais très bien, on va pouvoir parler de tout ça, peut-être un peu plus en détail, un peu plus profondément. L'idée du podcast, je te l'ai déjà dite et tout le monde un peu commence à connaître le concept, mais c'est de retracer un peu ton parcours, tout ce que tu as pu accomplir et aussi aborder avec vérité un peu tous les moments pas toujours évidents aussi qu'un sportif peut vivre, parce que ça existe et que c'est aussi assez sympa de mettre des mots dessus. Justement, moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'accepter l'invitation et de pouvoir parler de ça? Ce qui m'a motivée, déjà, c'était podcast. J'en ai regardé quelques-uns avec certains sportifs que je connais. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que, comme son nom l'indique, le revers de la médaille, c'est pas quelque chose que l'on montre, nous, quand on est sportif. On est toujours, on veut toujours montrer la beauté du sport, ne pas montrer ses faiblesses, etc. Et de pouvoir en parler, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est réel, en fait. Ouais, c'est clair. T'as un sacré palmarès. J'imagine que t'en as conscience. Je vais un petit peu le resituer pour ceux qui ne te connaissent pas forcément. Tu as été 3 fois championne de France, une fois MVP du championnat de France aussi. Tu as une Euroleague, 3 médailles d'argent avec les Bleus au championnat d'Europe, une médaille de bronze olympique aussi en 2021 à Tokyo, et plus de 130 sélections avec les Bleus. J'imagine que tu es fier quand je te raconte ça. Quel regard tu as un peu sur tout ça? Mais évidemment, c'est de la fierté, parce que c'est vrai que si on m'avait dit que j'aurais eu tout ça dans le basket et dans ma carrière, il y a 20 ans, j'aurais jamais cru, parce que c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai pas fait de centre de formation, j'ai pas fait d'INSEP, j'ai pas fait de pôle. Je suis pas loin, je suis d'Orléans, j'ai grandi là-bas, j'ai joué là-bas en national, mais c'est vrai que j'aspirais pas à être pro. Pour moi, je savais même pas qu'on pouvait être pro dans le basket, même si mon papa était pro polonais. Je voulais pas, tout simplement. Donc c'est vrai que mon parcours, il est particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde, parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'on se rend compte de ce qu'on a. C'est ça, on se rend compte de ce qu'on a accompli. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Ouais, donc, c'est fort. Beaucoup de fierté. Ça, raconte-moi un petit peu comment ça commence, en fait, le basket, cette histoire avec ce sport. Ça part d'où? Tu te rappelles un peu de la première fois même où tu as joué à ça? Oui, je me souviens très bien. En fait, comme je disais, c'est mon père, donc, qui est un ancien international polonais. C'est lui, clairement, qui m'a mise dedans. J'avais 9-10 ans. Je faisais du tennis. Rien à voir. Ouais, j'adorais ça. J'adorais ça. 2 ans de tennis.
Et en fait, il était entraîneur pour les enfants à cette période. Donc, il avait les clés de la salle. Ok. Et donc, c'est lui qui m'a emmené pour la première fois sur un terrain de basket, qui m'a appris à jouer au basket Ok. et qui a été mon premier entraîneur. Donc, à fond, hein. Il était à fond, forcément. En plus, voilà, le sang polonais, le sang, voilà, le sang dur. Donc, il était assez dur. Et en fait, bah, je me suis vouée de passion pour ce sport. Ok. J'ai commencé à limite réclamer d'aller à la salle. J'ai commencé à regarder des matchs. Alors, j'étais plutôt NBA, moi, à cette époque. Et après, voilà, de jouer avec mes copines aussi, j'adorais ça. Mais toujours dans l'amusement. C'était pas je veux en faire tous les jours, je veux manger, dormir, basket. Non, c'était vraiment pour m'amuser. J'avais ma petite vie à côté, mes amis. Donc ça a commencé comme ça, on va dire vraiment du basket, du sport loisir. Du sport plaisir. Ouais, du sport plaisir. C'est ce que ça m'intéresse de savoir tout ça parce que justement avec un père qui a fait du sport de haut niveau, ça peut être difficile un peu cette relation. Est-ce qu'il te pousse vraiment à en faire? Est-ce qu'il te laisse la liberté justement? Et là, de ce que tu me dis, apparemment, c'était important pour toi juste de kiffer, quoi. C'est ça, de kiffer, de prendre plaisir. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, la relation avec mon père, justement, parce que lui, il attendait que ça. Il voulait que tu sois... Il voulait que je monte voilà, en puissance. Il voulait que j'aille à l'INSEP, que je devienne pro, en fait. Et c'est vrai que ça me faisait peur. Moi, je voulais pas partir de chez moi. J'étais voilà, dans mon cocon, dans mon cercle. J'avais mes amis, j'allais à l'école. Et je me voyais pas quitter tout ça. Et je sais que ça le peinait. Ça le peinait beaucoup. Et c'est vrai que ça a été tendu. Quand tu disais qu'il voulait que tu fasses ça, il te le montrait, il te le disait? Comment ça se... Oui, il me le montrait, il me le disait tout. La totale. Non, je pouvais pas passer à côté, hein, clairement. Il t'amenait pas à l'entraînement de force? Non, il m'a pas forcé. Non, il me forçait pas, mais il me poussait vraiment beaucoup. Et je refusais, quoi. Et tu as dû le verbaliser auprès de lui que, en fait, non, papa, laisse-moi. Oui, je devais le dire. Hein, je devais lui dire que j'étais pas prête, en fait. Je suis pas prête. Je veux, pour le moment, non. Enfin, je disais même pas pour le moment, parce que pour moi, c'était vraiment non à ce moment-là. Je me suis même pas dit, bon, on verra plus tard. C'était non. Non, laisse, j'ai ma petite vie, je suis bien comme ça, en fait. Il est un peu déçu de ça. Comment il le prend? Est-ce qu'au final, il accepte? Je pense que je l'ai déçu. Okay. Ouais, je pense que ça l'a beaucoup déçu, hein, parce que comme je disais, notre relation, c'est beaucoup... c'est devenu très froid entre nous, hein, cette période. J'avais ma mère qui me soutenait. Enfin, voilà, je pouvais m'appuyer sur elle, heureusement. Okay. Mais c'est vrai qu'avec mon père, du coup, c'était chaud. C'était compliqué. Ouais. Du coup, comment ça part, en fait, le basket de très haut niveau? Là, tu disais que tu n'as pas fait l'INSEP. Oui. Tu n'as pas fait de Pôle Espoir ou de Pôle France non plus. Donc, tu as quand même un parcours, entre guillemets, pas forcément classique, même si j'aime pas trop ce mot, parce qu'il y a plusieurs chemins. Comment ça s'est vraiment lancé pour toi? À quel moment vraiment tu t'es dit, tiens, je vais en faire vraiment? Oui, c'est vrai, un parcours atypique en fait. Donc j'ai fait mes années, on va dire, classiques, collège, lycée, donc je passe mon bac. Ouais. Et c'est vrai que je ne savais pas trop quel métier je voulais faire. Je réfléchissais, j'avais des idées, mais je n'arrivais pas trop à trouver. Et en fait, je ne sais pas, j'ai comme eu un déclic, en mode, il faut que tu essayes, tu vas le regretter. Il faut que tu essayes le monde pro, tu vas le regretter, parce que j'ai refusé les équipes de France jeunes. L'INSEP, j'ai fait une journée pour voir. Oh. T'as détesté? Ah ouais, j'ai détesté. J'ai dit, mais je peux pas et tout. Et en fait, voilà, j'ai refusé énormément de sollicitations. Et je me suis dit, tu réfléchis à ton futur métier. Et en attendant, pourquoi pas, lance-toi et vois pourquoi. Enfin, tu vas rien perdre, quoi. Ouais. C'est juste pour essayer, tu vas voir comment ça se passe et tout, tu vas peut-être le sentir ou pas, mais fais-le parce que, je sais pas, je sentais qu'il fallait que je le fasse, sinon j'allais le regretter. Et donc, c'est donc après le bac, T'as 17, 18 ans? Ouais, un petit peu plus parce que j'avais fait une année de fac de sciences. Okay. Et en fait, vers 19 ans, et en fait, c'est moi qui ai fait la démarche vers les clubs. Ok, moi parce qui que ai écrit des mails. Quand tu as 17-18 ans, c'est un peu tard. Oui, c'est un peu tard. Tu n'as pas d'agent encore. Ouais.
Donc, t'es toute seule, en fait. Et donc, je me dis, tu sais quoi, vas-y, écris au club. T'appelles. Ah ouais, j'ai dit, let's go. Donc, j'envoie des mails et tout. Alors, je vise pas le top tout de suite. Je vise pas la LFB tout de suite. J'ai plus visé National 1, Ligue 2. Ok. Et donc, j'envoie, je crois, 3 ou 4 mails à différents clubs. Et il y a un club qui me répond, c'est le club de La Roche-sur-Yon, qui est en Ligue 2 à cette période. Et qui me dit, viens faire un entraînement. Viens tester. C'était en fin de saison. Viens tester et tout. Et donc, j'arrive là-bas et tout. J'avais peur. J'avais peur. J'ai dit, oh là là, et tout. J'étais impressionnée déjà par les joueuses et tout. Je me dis, waouh. Et donc, je fais l'entraînement. Déjà, là, je me dis, waouh, je suis à la ramasse. J'avais au moins, je sortais de National 3. Donc, j'avais 3-4 niveaux de moins, quoi. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Sachant que la plupart, elles avaient fait des centres de formation, etc. Donc là, je sentais vraiment l'écart. Mais bon, j'y vais et tout, je fais ce que je peux. Et en fait, le club décide de me signer. Il me dit, on te prend pour la saison prochaine. Et donc après, c'est parti. Donc c'est le départ, quoi. Ouais, là, c'était le départ. Donc là, ouais, j'arrive à La Roche-sur-Yon. Donc je prends conscience des choses. Je sais qu'il va falloir que je bosse de fou. Alors, à cette période, mentalement, j'étais assez fragile quand même, parce que déjà, je quittais ma famille, voilà. Je quittais mon cocon, donc déjà, ça a été super dur. Et puis, j'arrivais dans un monde complètement inconnu, même si ça reste de basket, mais je connais pas du tout le monde pro. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, je découvre. Donc, ça a été quelque chose. Je pense que c'est une des années qui m'a le plus marqué. Ouais, la première. Ouais, la première, vraiment. En plus, j'avais un entraîneur... bien sur mes côtes. Bien sur mes côtes. Donc exigeant. Ah ouais, exigeant de fou. Et c'est vrai que ça a été presque un choc, quoi, pour moi, de passer, on va dire, dans ce nouveau monde. T'as pensé à arrêter cette première année? Non. En fait, non. Alors, j'ai eu des doutes sur moi-même. Je me disais, est-ce que je vais avoir le niveau? Est-ce que je vais réussir? Franchement, je me suis posé plein de questions. Ça m'est arrivé. Je rentrais chez moi, je pleurais. J'avais pas confiance en moi, donc c'était vraiment des questions pas mal de fois quand même pendant cette première saison. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas voulu lâcher. J'ai vite compris que en fait, quand tu as un entraîneur qui te pousse comme ça, c'est qu'il croit en toi. Ouais. S'il te calcule pas, là, tu peux te poser des questions. C'est ça. Ouais. Et c'est comme ça que du coup, j'ai gardé ça en tête et que là, je me suis mis à bosser. Je dormais à la salle presque. Je faisais le double, le triple. Mais justement, la différence de cursus par rapport aux autres, c'est ce qui t'a fait prendre conscience que tu avais peut-être du coup beaucoup plus à bosser, plus d'efforts à faire. Oui, oui, clairement. Je l'ai senti façon dès l'entraînement, dès l'entraînement de test où il y avait des filles qui sortaient de centres de formation, de l'INSEP, de pôle, et que clairement, moi, j'étais toute fragile à côté. Enfin, je me suis presque vraiment sentie nulle, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc oui, j'ai senti la différence. Et là, je me suis dit, bon, il va y avoir du taf. Ouais. C'est fort. Hein. Et puis, franchement, encore une fois, bravo de ne pas avoir lâché. Et puis, même avec le parcours que tu as fait en partant de là, c'est fort. Enfin, moi, je suis du foot et des histoires comme ça, il y en a. Et à chaque fois, tu es juste hyper admiratif, quoi, parce que ça demande une force, je trouve, supplémentaire. Oui. Ouais. Ah oui, clairement. C'est pour ça, aujourd'hui, quand je fais le topo de ma carrière, je ne changerai pour rien au monde. Hein. Ouais. Je n'ai aucun regret de ne pas être passé au pôle ou à l'INSEP. J'ai vraiment zéro regret, parce que tout ce que derrière, ça m'a apporté au final. Ouais, c'est clair, c'est... De toute façon, on va en parler. À ce moment-là, t'es pro, c'est amateur, oui, comment ça se passe? Pro. Là, j'ai signé mon premier contrat. D'accord. Et parce que en fait, je regardais un petit peu tous les clubs, les niveaux, etc. que tu as fait. Tu as eu une ascension assez rapide, en fait, au final. Tu passes très vite au top. C'est ça. En fait, je me mets des objectifs à court, à long terme. Ouais. Et en fait, ça ne me lâche pas. Donc, à court terme, c'est atteindre la première division, la LFB. C'est jouer l'Euroleague. C'est jouer à Bourges, qui pour moi est le meilleur club en France. Ouais, c'est vraiment objectif. Ensuite, l'équipe de France, c'est intégrer l'équipe de France.
c'est faire une compète internationale, faire les JO. En fait, voilà, j'avais toujours des objectifs et c'était vraiment ouais, c'est ça. C'était dans ma ligne de mire tout le temps. Je me réveillais, j'y pensais. Je regardais les JO de Londres. Je me disais, dans 4 ans, je suis à Rio. Enfin, voilà, et après Rio, Tokyo. Enfin, vraiment, c'était les objectifs pour moi, c'est indispensable. Ouais, c'est clair, ça aide. Et puis en plus, ouais, de voir que tu les as tous atteints, ouais. Franchement, c'est assez fou. Tu as connu du coup beaucoup de gros clubs, la sélection aussi. Oui. J'imagine que tu as du coup vécu la concurrence, la pression, les attentes. Ça m'intéresse de savoir dans quel club ou à quel moment ça a été peut-être le plus compliqué ou le plus intense à vivre pour toi. Ouais, la concurrence, clairement, je l'ai sentie dès mes premières années à La Roche. Okay. Après, je suis partie à Perpignan. En fait, il y avait toujours quelqu'un avant moi à mon poste. Okay. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu quasiment toute ma carrière. Vraiment, de club ou équipe de France, ça m'a poursuivi. Alors, pas simple, évidemment, pas simple parce que, surtout au début, on est la petite rookie, on a la joueuse d'expérience, on va dire, à ton poste, qui te met la misère clairement à l'entraînement, qui montre qu'elle est là et tout. Donc, t'es là, waouh, là là, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. En plus, elle te parle et tout, t'as l'impression qu'elle t'agresse. Enfin... Mais voilà, après, je pense que c'est... Pour moi, c'est plus que bénéfique d'avoir de la concurrence. Alors, concurrence saine, j'entends, évidemment. C'est ce qui m'a permis aussi de me développer, d'avoir cette force de caractère aussi. Toutes les joueuses qui étaient à mon poste, elles m'ont mis la misère, mais en fin de saison, je les ai remerciées. Okay. J'ai dit merci, parce que donc c'était quand même bon tu m'as poussé à bout, clairement, tu m'as poussé à bout, je t'ai détesté tellement de fois, mais merci, quoi. Après, le plus difficile pour moi, ça a été quand même en équipe de France, où clairement, quand je suis arrivée, je me souviens, les premières fois, j'avais les joueuses qui étaient à Londres un an avant, que j'admirais, Isabelle Yacoubou, Sandrine Gruda, des joueuses, il y avait encore Emeline Ndong, enfin vraiment pour moi des légendes, c'est des légendes du basket français. De me retrouver là et tout, hyper intimidée. Et pareil, voilà, elles sont là, elles sont présentes. Donc toi, tu arrives et il faut que tu fasses ta place, quoi. Donc pas simple, pas évident, parce que j'ai quand même, jusqu'à même mes dernières sélections, j'ai toujours eu quelqu'un à mon poste de jeu. Donc, mais pour moi, cette concurrence, elle est nécessaire. Encore aujourd'hui, je pense qu'il faut de la concurrence, encore une fois, saine. Mais c'est important. Ouais, c'est clair, non, mais tant que ça déborde pas et que ça devient pas toxique. Exactement. Ou quoi que ce soit, c'est important. Tu te rappelles d'un conseil, tu parlais de ces légendes avec qui tu as joué, avec qui tu as dû te battre pour avoir ta place, un conseil qui t'a marqué, qui t'a suivi un peu tout au long de ta carrière? Il y en a tellement, tellement. J'en ai pas un en particulier. Je sais que avec Isa, Isa en parlait beaucoup. Je sais que Isa, elle a ce côté très... elle prend soin des autres. Isa, c'est vraiment la maman, quoi. Sur le terrain, c'est une guerrière, c'est une machine. Mais après, voilà, en dehors, tu peux facilement discuter avec elle. Et donc, c'est vrai que pas mal de fois, on a discuté, elle m'a conseillé, tout ça. Donc, avec elle, j'ai bien aimé parce que, pour le coup, c'était de la concurrence, mais saine, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai pas de phrase spécifique, mais on va dire que c'était vraiment les dialogues que j'avais avec elle, tu vois. Ouais, des moments. Ouais. Et tu as été MVP. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse de savoir parce que tu es dans un sport co. Qu'est-ce qu'on ressent quand on l'est, quand on sait qu'on a été élu MVP? Comment on se sent? Est-ce que c'est une véritable fierté? Est-ce que ça a même peut-être plus de poids qu'un titre collectif? Oui, alors le titre de MVP que j'ai eu avec Montpellier, clairement, j'ai passé ma meilleure saison là-bas. Okay.
Je revenais de 2 ans de Russie. J'ai joué 2 ans en Russie et c'est vrai que je me suis retrouvée donc à Montpellier dans un club où clairement je jouais avec mes copines. Alors quand on m'a proposé ce projet et qu'on m'a donné les noms et tout ça, j'ai dit mais let's go, mais c'est incroyable, mais ça va être une année géniale. Je le savais d'avance. Et puis en plus, bon, je venais de la Russie, donc c'est vrai que j'avais un peu le mal du pays quand même. Et je me suis dit, le soleil et tout. En plus, voilà, Montpellier, quoi, le cadre. Je passais un an, c'est... c'est trop bien, tu vois, t'as la plage et tout. Enfin, c'est trop top. J'avais déjà fait une saison quelques années avant et j'ai adoré, quoi. Donc déjà, je partais avant la saison dans un mood, mais trop bien, trop motivée et tout. Chaque jour, je venais à l'entraînement, j'étais trop contente, mais vraiment, c'est... Et donc, à partir de là, ma saison, je me suis complètement lâchée. Je prenais plaisir, mais à chaque instant, vraiment, vraiment, chaque instant. Et après, le titre de MVP, tout de suite, de toute façon, j'ai pensé à mes coéquipières. Parce que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sans elles. C'était vraiment une famille. Moi, je kiffais les avant-matchs. On avait nos rituels. Enfin, vraiment, c'est des petites choses, mais qui me mettaient dans... J'étais heureuse, en fait. J'étais vraiment heureuse. Et donc, ce titre, j'étais très émue parce que forcément, tu repenses à ton travail. Parce que vraiment, je le répète, mais tout ce que j'ai eu, je l'ai eu vraiment dans le travail. J'ai cravaché, j'ai été chercher, on m'a rien donné, rien. J'ai cravaché. Et après, il était important pour moi, mais c'est vrai que pour moi, les titres collectifs, c'est au-dessus. Donc, dans cette saison, on a perdu 2 finales. On a perdu finale championnat contre Lyon et Eurocup contre une équipe russe. Tu les échangerais pour le titre de MVP ? Je ne sais pas si j'échangerais, mais à choisir, je prendrais le titre club. Okay. Ah ouais. Ouais, je suis une fille d'équipe. Bon. Non, mais je te jure, je suis une joueuse d'équipe. C'est l'équipe avant la perf. Je regarde jamais mes stats. Je m'en fous. Moi, je regardais au début, mais je regardais les choses qui n'allaient pas. Tu vois, pour voilà, t'as pas pris assez de rebonds, machin. Mais genre, on perd un match. Et je vais pas me dire, c'est pas grave, j'ai marqué 20 points. Non, tu vois, je m'en fous. C'est vraiment l'équipe avant moi. Donc le titre de MVP, ça reste quand même franchement magique, quoi. C'est une grande, grande fierté. Mais je le dois beaucoup à mes coéquipières et au club. Tu parlais de la Russie juste avant. Ça a été une aventure. Tu as fait 2 ans là-bas. Ouais, 2 saisons. 2 saisons là-bas. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-bas ? Ouais, c'est vrai que c'est assez drôle parce que, pareil, je me serais jamais dit que j'allais me retrouver en Russie. Alors, jouer à l'étranger, c'était un de mes objectifs. Et en fait, c'était donc le club de Koursk. C'est où, donc, c'est le côté... Alors, pour te situer, c'est le sud-ouest de la Russie. Donc, c'est pas le côté Sibérie, tu vois. C'est un peu plus européen. Je mets bien des guillemets parce que... Donc, il fait froid quand même. On a déjà eu moins 30 ans. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Mais t'es quand même le plus proche. Mais c'était quand même le plus proche de l'Europe, tu vois. En fait, le club m'avait déjà contacté. Donc, j'étais à Bourges à ce moment-là. Il m'avait déjà contacté après ma première année parce qu'on les a joués en quart de finale, je crois, d'Euroleague. Et je me souviens, ce match, petite anecdote, le président, il avait dit, si vous gagnez ce match, on part à Koursk pour le match retour en jet privé. Ça m'a motivée. J'avais jamais pris de jet privé, tu vois. Vous preniez quoi, l'avion, juste ? Ouais, c'est ça, l'avion, ouais. L'avion privé. Donc, on fait Bourges-Koursk direct. Et moi, ça m'a trop motivée. Il fallait le jet. Ah ouais, le jet. Et du coup, je fais un match de fou. Double. Enfin, bref. Et en fait, donc, Koursk, ils appellent mon agent quelques jours après en mode on te veut, tout de suite. J'étais pas prête. Et en fait, j'ai dit, non, je me voyais pas partir de Bourges. Il me restait 1 an de contrat. Je voulais pas casser mon contrat. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Je me sentais pas encore prête pour aller à l'étranger. Donc, je refuse. Je me dis, purée, j'espère que je passe pas à côté. Ouais, j'ai dit, punaise, j'espère que c'est pas l'opportunité de ma vie et tout. Bon, tant pis. De toute façon, je voulais vraiment honorer mon contrat. Et donc, je fais l'année avec Bourges.
Et en fait, course qui me rappelle. On les a pas joués, hein. De la deuxième saison, on les a pas du tout joués. Ah, donc ils sont là. Et en fait, ouais, ils m'ont dit non, t'as pas oublié en fait. Et donc ils m'appellent fin de semaine et le mardi je signe. Ouais, ça a été direct parce que je me dis let's go quoi. Là c'est bon, là je le sens bien. C'est une aventure. C'est quand même un des meilleurs clubs d'Europe. Il y avait 2 clubs à cette époque, c'était Kursk et Ekaterinbourg. Ok. Donc là, c'est ouais, le gratin, quoi. Là, je me dis, là, tu te rends compte là, de ce club-là. Donc, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai dit, allez, on y va, let's go. Niveau sportif, donc du coup, tu prends une dimension supérieure en y allant. Ouais. Il y a quoi qui change aussi le salaire, j'imagine aussi. Oui, forcément. Ah bah, on va pas se mentir. Ouais, ouais. C'est quoi, ça double, ça triple, ça quadruple? Bah, par rapport tu à la rajoutes France, un zéro, quoi, tu vois. Okay. Voilà, ah ouais, et puis, bon, l'avantage, c'est que c'est direct dans ta poche, quoi. Tu vois, t'as pas de taxes, t'as pas de... Okay. Là-bas, on avait un chauffeur, tu vois, donc t'as pas la voiture, t'as rien, t'as juste les courses à payer, tu vois. Ouais, le confort. Puis la salle et tout. Enfin, non, c'est un autre monde. Hein. C'est très, très, très pro, très structuré. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté aussi, quoi. C'est pour tout ça. C'est pour encore passer à un échelon, quoi. Une étape supérieure. Et le revers de ça, c'est que tu t'éloignes vraiment de... Ah, je pars à l'aventure. Je pars toute seule avec mes 6 sacs dans un pays je connais pas du tout. Tu te rappelles du jour à l'aéroport Ah là là. J'avais une boule au ventre. Hein. Je disais là, qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Je suis arrivée. Donc, il y a... quelqu'un du club qui m'a accueilli et tout. Bon, avec un anglais, ça va, mais voilà, avec un petit accent. Donc, des fois, je comprenais pas. Le chauffeur qui parlait pas du tout anglais. J'arrivais, il fait froid. Enfin, en vrai, je me dis, waouh, allez, c'est pas grave. En fait, j'étais partagée entre le stress et tout et l'excitation. Vraiment, j'ai eu un mix, un mélange d'émotions. Et puis après, voilà, ça s'est découpillé, quoi. Mais... c'était quand même quelque chose. Hein. Ouais, j'imagine que ça t'a manqué, la France t'a manqué. T'arrivais à voir, ta famille venait, comment ça se passait? Pas tant, parce que c'est un peu plus compliqué. Déjà, il te faut un visa, il faut organiser tout ça. Et après, là où j'étais, c'est un bled. C'était la mission. C'est un bled, c'est à 8 heures de voiture de Moscou. L'aéroport, il marche 4 fois dans l'année. Tu vois, c'est une petite ville. Hein. C'est tu t'es vraiment... isolé, quoi. Ouais, clairement. Nous, pour rejoindre Moscou, on prenait le train tout le temps, train de nuit. Nos déplacements, c'était un truc de fou. Donc, c'est galère. Donc, mes parents, ils sont venus une fois en 2 ans. Après, mon meilleur ami, c'était FaceTime. C'était, c'était les visios. Je suis arrivée, j'ai tout de suite mis la télé française pour écouter le français. Je continue à suivre les matchs du championnat français. Okay. J'ai essayé de me faire quand même un petit coin où je me sentais comme à la maison, quoi. Ça t'a appris quoi, cette expérience, si tu devais en retenir des choses on parlera de l'Euroleague que tu as gagné, forcément, mais est-ce que ça... J'imagine tu as des leçons à en tirer d'une expérience comme ça. Enfin, t'en ressors pas pareil. Clairement, quand tu ressors de là, tu as l'impression que tu peux tout affronter. Parce que sportivement, meilleure expérience que j'ai eue avec l'entraîneur espagnol, avec... des stars dans mon équipe, des joueuses que j'aurais jamais cru jouer avec un jour. Tous les jours, j'apprenais. Tous les jours, j'apprenais à leur côté. Après, humainement, plus compliqué quand même. C'est un pays froid. À tout point de vue, il fait froid, les gens sont froids, la déco, c'est froid, la nourriture. C'est ça, tu vois. Des fois, j'ai senti un petit décalage par rapport à ça. Après, dans le club, les Russes étaient vraiment cool. Enfin, là-dessus, mes coéquipières, des amours. Elles nous ont vraiment bien accueillis, les étrangères. On a été bien chouchoutés, mais c'est vrai que la barrière de la langue, ça parle pas forcément anglais là-bas. Okay. Donc, j'ai quand même essayé d'apprendre le russe. À force d'écouter et tout. Ouais, j'ai fait un cours. Okay. Je suis sortie de là, j'avais la tête... J'ai fait, l'alphabet cyrillique et tout. J'ai fait, c'est chaud. Ouais. Après, c'est à force d'écouter et tout,
tu t'imprègnes Mais bon, et tu connais les dialogues pas bases. vraiment, tu communiques Bah, pas autant que... oui, voilà, tu dis les bases, quoi. Bonjour, Ouais. merci, les chiffres. Ouais. J'étais obligée pour le chauffeur, pour Ouais. l'heure de rendez-vous, tu vois. Donc, il fallait que j'apprenne les chiffres. Donc, après, voilà, tu t'adaptes. Tu t'adaptes à l'environnement, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que je me suis sentie assez seule quand même. Ouais, assez seule. Et dans mon bled, là, ça m'a beaucoup manqué. Les visites, ma famille, mes amis, ça m'a beaucoup manqué. Mais en fait, je me disais que j'étais là-bas, j'allais pas faire ma vie. Je sais que c'était temporaire. Ouais. Profite, c'est temporaire. 1 an, 2 ans dans ta vie. C'est ce qui m'a aidé à tenir. Prendre à fond. Et puis tu gagnes l'Euroleague aussi, surtout. Voilà. C'est quoi? C'est le plus beau titre pour toi? Oui. Ouais. Comme je te disais, sportivement, meilleure expérience. On fait une saison invaincue, du premier jusqu'au dernier match. C'est incroyable, ça. Incroyable. On n'a pas perdu un match d'Euroleague de la saison. Vraiment un des plus beaux titres que j'ai gagné. Parce que pareil, jamais j'aurais cru un jour gagner l'Euroleague. C'est tellement dur de gagner l'Euroleague. Il y avait vraiment un niveau de fou. Comme je te disais, le club d'Ekaterinbourg, qui est le tenant du titre, elles étaient sorties en demi. Donc, on les a pas croisées du tout. Et je me dis, mais en fait, c'était tracé, quoi. Ouais. Et c'était fou, vraiment, de gagner ce titre. J'ai mis du temps à réaliser. Hein. Tu as gagné l'Euroleague. Ouais. Des trucs que peu de joueuses peuvent l'avoir, quoi. Et puis en ayant un rôle vraiment important, central, quoi. D'étrangère. Ouais, tu as le rôle d'étrangère dans l'équipe, donc tu es attendu. Ouais. Tu es attendu par ton club, tu es attendu à performer. Ouais. Et donc tu décides de rentrer, au final Ouais, je décide de rentrer parce que, comme je disais, j'ai eu le mal du pays quand même. Ouais. Je sentais que c'était dur. La deuxième saison en Russie, elle a été plus compliquée. On n'a pas gagné de titre, on n'a pas gagné le championnat russe, on n'a pas gagné en Euroleague. Donc, c'était différent. J'ai senti une différence dans la deuxième saison. Et puis, comme je te disais, il y a le projet à Montpellier, quoi. Ouais. J'ai fait, c'est pile ce qu'il me fallait au bon moment, en fait. Puis c'est clairement le bon choix que tu fais après. Donc, j'ai vu que tu avais failli repartir à l'étranger, en Turquie. Oui. Tu te rappelles de ça? Ça, c'est l'histoire qui pique. Donc Fenerbahçe t'appelle, c'est ça? Ouais. Qui est un très bon club. Ouais. Et qui résilie ton contrat. C'est ça qui se passe. Hein. Ouais, c'est ça qui se passe. Oui, j'avais pris la décision d'accepter l'offre de Fener, sachant que j'étais encore en contrat avec l'Asvel. Okay. Ça n'a pas été simple parce que j'étais bien à l'Asvel aussi, encore sous contrat. Donc c'est vrai que couper les contrats, c'est vraiment pas mon truc. Tu veux aller au bout. Ouais. Je veux vraiment honorer les choses. Après, Fenerbahçe, un des meilleurs clubs aussi européens. Grosse équipe, le coach, pareil, qui me parle tout le temps. Et donc, en fait, donc je signe le contrat. Donc, je vais là-bas. Et en fait, ça ne se passe pas comme prévu. On fait des examens. Les examens, en fait, médicaux, hein, comme on fait aussi en France. Mais c'est vrai que là-bas, c'est très poussé. Hein. J'ai fait de la tête aux pieds, partout, les yeux, le dos, tout. Scan du corps intégral. Et en fait, donc, c'est vrai qu'à cette époque, j'avais déjà des soucis au genou qui m'ont jamais empêché de jouer. J'ai toujours joué, j'ai pas loupé un match à cause de mon genou. Donc, voilà, les genoux pour le basket, c'est normal presque. Ouais. C'est quoi, le tendinite? Ouais, non, même pas, c'est qu'ils s'abîment. Donc, le cartilage, le ménisque qui commence à s'abîmer bien comme il faut, mais ça allait, quoi. Enfin, et je les avais prévenus, hein, ils savaient. Hein. Okay. Et donc, en fait, à savoir que là-bas, ton contrat, il est validé après les examens. Ok. Et donc, en fait, ils m'ont pas validé mon contrat. Donc ça, je l'ai su sur place. J'étais déjà sur place. Donc, tu te projetais déjà un peu. Ouais, j'étais tellement contente d'être là-bas. Enfin, je me dis, t'es à Fener. Encore une fois, c'est un palier, c'est un objectif, c'est un gros club. Donc, j'étais trop contente et tout. Et là, c'est vrai que ça a été très difficile pour moi parce que, du coup, contrat, ils ont refusé, etc.
J'épargne les détails, mais le lendemain, j'étais dans l'avion, je rentrais, quoi. Waouh. Ça fait brutal un peu. Alors là, là, j'étais presque en mode, je veux faire une pause, parce que psychologiquement, ça a été un coup de massue, quoi. Je me dis, waouh. Mais bon, l'ASVEL, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, tu rentres à la maison. Ça, c'est le super beau geste que l'ASVEL ait pu me faire. Ils m'ont dit, tu rentres à la maison. Ouais, ils auraient pu être... oui, voilà, exactement. Bon. Et comment tu te relèves de ça, même sportivement, mentalement t'arrives à refaire des bonnes saisons derrière? De toute façon, encore une fois, c'est pas le... Bon, ça a été dur, c'est vrai, très, très dur, mais j'en ai eu d'autres avant. Donc, c'est vrai qu'à force, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. C'est la routine presque, tu vois, c'est normal. Et donc, je me retrouve dans un groupe où je connais quand même la plupart des joueuses. Je connais le club. Donc, ça va. Tu vois, ça a été progressif, mais ça va. Je me dis, tu as quand même la chance d'avoir retrouvé un club. C'est ça. Tu aurais pu, tu vois, attendre que ton téléphone sonne des mois pour retrouver un club. Donc là, j'ai quand même la chance que l'ASVEL m'ait reprise. Donc voilà, après ça l'a fait, quoi. Ouais. Ton histoire avec l'équipe de France, ça m'intéresse aussi de connaître un peu ton rapport avec tout ça. L'image que tu en as, le sentiment que tu en as, c'est quoi? L'équipe de France, c'est une grande fierté, un privilège énorme. Ça dépassait tout pour moi. À choisir, c'était toujours, je prenais l'équipe de France. Alors, à chaque fois, je me disais, OK, t'es appelé, mais il faut que tu fasses ta place. Mais tout le temps, jusqu'aux dernières sélections, j'ai jamais rien pris pour acquis. Et en fait, 137 Marseillaises, tu vois, la Marseillaise, énorme. J'avais des frissons tout le temps, en fait, de porter ce maillot, de voir écrit France avec ton nom derrière. Ça, c'est vraiment ma plus grande fierté aujourd'hui. Et ça n'a pas été simple. Vraiment, ça n'a pas été simple parce qu'en France, on a un panel de talents incroyable. Tout le monde a sa place. Vraiment, c'est fou. Quand on est 18 à être appelé, tu sais que les 18 peuvent y être. On ne se rend pas compte à quel point tu fais partie des meilleurs joueurs de ton pays. C'est une élite, vraiment. Exactement. Puis en plus, à ton poste, tu avais des grosses joueuses. Oui, grave. Ouais, c'est ça. C'est fort. Il n'y a jamais eu de médaille d'or ou de gros titres, des médailles d'argent. Il y en a eu 3 au championnat d'Europe. Il y a eu une médaille olympique. Il y a quand même ça classe ce petit regret de la médaille d'or. Est-ce que objectivement, c'était possible d'avoir plus? Oui. Ouais. Oui, clairement. La France a toujours été dans le top. On a toujours, pour moi, eu le meilleur roster. D'année en année, ça bougeait pas. On pouvait ramener même des nouvelles joueuses. On était toujours une grande nation, clairement, du basket féminin. Et les 3 médailles d'argent, oui. Oui, je me dis qu'il y a quand même peut-être 1 ou 2. Et puis avoir l'or, tu vois. Ouais. Mais après, on tombait quand même sur des grosses équipes. La Serbie, l'Espagne, c'est vraiment... c'est nos rivales, quoi. C'est toujours tendu lors de ces matchs. Et elles l'ont clairement mérité, leur médaille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, punaise, je pense que là, on aurait pu. Il manquait pas grand-chose. Justement, qu'est-ce qui manquait pour toi, là, avec du recul? Tu arrives à savoir un petit peu... pour moi, c'est des équipes qui avaient un ascendant psychologique sur nous. Je pense qu'elles nous prenaient la tête, c'est qu'à le dire. Elles nous prenaient la tête. Ouais, elles arrivaient à nous sortir en fait de notre jeu. Je sais pas, elles arrivaient à rentrer dans notre tête. C'est des équipes, l'Espagne, la Serbie, trop fortes là-dessus. Donc peut-être pas les meilleures. Pour moi, sur le papier, on était meilleurs, mais elles avaient ce truc qui fait qu'on déjouait. Ouais. Et l'épopée olympique à Tokyo, tu t'en rappelles? J'imagine, ça marque. Ah oui. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure-là et comment ça se termine?
pour toi, pour l'équipe Ouais, les JO, c'est le Graal. Hein. De toute façon, j'ai l'habitude de dire que pendant 3 semaines, t'es à Disney. Quoi. Ouais. Ça, t'es émerveillé tout le temps. Ouais. T'es là, tu regardes tout le temps. Je te jure, t'es impressionné. T'as les athlètes que t'admires, qui sont là, qui te parlent, qui te disent bravo pour ton match. Hein, merci. Aïe, aïe, aïe. T'es intimidé de fou. Donc les JO, c'est un truc de fou. Et Tokyo en particulier, parce que Rio, on avait fait la 4e place, donc la petite médaille en chocolat, contre la Serbie. Ouais. Et Tokyo, on gagne la Serbie et on gagne la médaille de bronze. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté un peu revancharde. Et c'est pour ça que cette médaille était vraiment plus qu'appréciée quoi, sur le moment. Donc finir par une médaille olympique... c'est fort. Ouais, c'est vraiment fort. Là, je me dis, là, une médaille olympique, donc ça, c'est à vie, quoi. Tu l'as avec toi, tu l'as à vie. Ouais. Tu l'as encore, là, toi? Ouais. Ah ouais, clairement. Ouais, j'ai tout mis là. Bah, j'en ai profité là, de mon année de retraite pour un peu ranger mes affaires et j'ai ressorti toutes mes médailles. Et je les ai disposées bien comme il faut et c'est pas mal. T'as eu quel rôle, toi, dans cette épopée-là? Tu joues un peu, pas beaucoup? Ouais, alors, je joue pas beaucoup. Ok. Pas simple, pas évident pour moi à ce moment-là, parce que forcément, tu as envie d'être sur le terrain. Mais je suis dans un groupe au top. Alors, savoir que franchement, l'équipe de France, j'ai eu des copines tout le temps. Enfin, j'ai eu un groupe hyper sain. Aucun souci. Elles m'ont beaucoup aidée parce que ça n'a pas été simple. J'avais pas beaucoup de minutes. Okay. Je comprenais pas en plus, j'avais pas de véritable explication. Ah ouais. Ouais, j'avais pas de véritable explication et du coup les filles elles ont été là et elles m'ont beaucoup aidée et c'est pour ça que du coup j'ai compris que mon rôle était peut-être plus entre guillemets vestiaire, c'est-à-dire tu encourages voilà les filles quand elles sont pas bien, c'est vers toi qu'elles se tournent. Voilà, et ce rôle de fille qui motive, tu vois, voilà, joueuse d'équipe, encore une fois. Ouais. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que je voulais jouer, moi. Encaisser, vraiment. Ouais. Ah, c'était frustrant. Ouais. C'était frustrant, parce que je dis, mais moi, je veux être sur le terrain, en fait, je veux pas... C'est bon. Mais j'ai compris l'importance quand même de ce rôle. Parce que les filles m'ont aidée et m'ont apporté ça. Donc... ça n'a pas été simple, mais je me dis c'est que ça devait se passer comme ça et que j'ai donné le max. De toute façon, dans tous les cas, j'ai donné mon maximum pour l'équipe. Puis tu as la médaille aussi. Et puis j'ai la médaille au final. Clairement. Alors, je ne vais pas le cacher, au début, quand je l'ai eue, j'ai presque eu ce sentiment de me dire je ne le mérite pas. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas aidé l'équipe sur le terrain. Et après, c'est en parlant avec les filles qui me disent mais tu dis n'importe quoi en fait. Tu as eu ton rôle. Peut-être pas sur le terrain, mais ton rôle a été hyper important pour nous. Ouais. Non, c'est un aspect important du sport co, hein, justement. Ouais. On voit les paillettes, on voit forcément ceux qui brillent, mais il se passe des trucs en off. Oui. Tu vois? Oui. Et puis tu n'es jamais à l'abri aussi d'une joueuse ou d'un joueur qui ne joue pas trop. Voilà, c'est ça. Il faut être prête. Qui fait la différence. Il faut que tu sois prête parce que tu peux avoir ton moment. Ouais, c'est clair. Donc, non, il y a des carrières qui ont déjà basculé comme ça. Hein. Ceux de Paris 2024, tu les fais pas. Ouais. Pourquoi? Enfin, c'était quoi la raison? Alors, à savoir qu'après Tokyo, donc on a été invité chez Monsieur le Président pour la remise le chevalier de l'Ordre national du mérite. Excuse-moi. Voilà, au Palais de l'Élysée. Et en fait, il a eu un discours qui m'a fait tilt, où j'ai compris que pour Paris 2024, c'était les jeunes. Okay. Voilà. Cette politique des jeunes, là, j'ai vraiment compris son discours. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bon, ça va peut-être être plus compliqué pour toi, mais voilà, c'est possible. Donc forcément, j'avais Paris 2024 en tête. Je m'étais dit, pourquoi pas finir ma carrière. Ça serait magnifique. Tu vois, voilà, c'est la fin parfaite. Tu fais 3 JO, t'imagines. Enfin, mais je me disais, bon, rassure-toi quand même, et tu te dis que t'as fait 2 JO. Il est possible que pour Paris, ce soit compliqué. Mais bon, je me donne à fond, comme d'hab et tout. Et donc, c'est vrai que là, j'ai senti cette politique bien arriver aussi dans le basket. Hein. Donc, les jeunes, tout ça, les jeunes talents. Hein, parce que clairement, la nouvelle génération,
c'est incroyable, quoi, ce qu'elles produisent et tout, c'est incroyable. Donc en fait, voilà, clairement, c'est un choix d'entraîneur. Hein, et je respecte totalement parce que je pense que j'ai eu quand même cette prise de conscience assez tôt. Ouais, donc ça n'a pas été, ça n'a pas été cash, désillusion. Donc c'était OK. Et tu les as regardés, tu les as regardés à déjà fond. Oui. Je pensais pas. Okay. J'allais dire, je vais avoir mal et tout. Et ben pas du tout. J'étais à fond, tous les matchs, les sports, enfin vraiment à fond. J'ai trouvé que c'était des jeux incroyables en plus. Et puis mes copines, quoi. Ouais, elles font une vraie belle aventure. Je me rappelle d'un match contre la Belgique, je crois. Ouais. Incroyable. Ouais. Oui, elles ont fait des gros matchs. Ouais. De fou. La finale, j'en parle même pas. Ouais. Donc, tu es quand même heureuse pour elles. Ouais, vraiment, très heureuse pour elles. Et je les ai bien suivies, bien regardées, ouais. Justement, 2024, c'est l'année où tu prends ta retraite. Comment t'en arrives à prendre la décision d'arrêter ? J'aimerais bien que tu me racontes un peu comment ça se passe, étape par étape. Alors, c'était pas prévu. Ok. C'était pas prévu parce qu'en plus, je changeais de club. Je partais de l'Asvel pour intégrer le club de Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, durant l'été, justement 2024, début juillet, j'ai un accident qui m'arrive là à mon genou en musculation. J'ai un bout d'os qui pète, un bout de cartilage, tac. Je fais un exercice banal que j'avais fait même une semaine avant, nickel. Et là, je fais l'exo et là, je sens un truc. Alors, je me dis, il y a un truc qui a bougé. J'ai même pas crié rien. J'ai dit, c'est bizarre et tout. Et en fait, c'est un bout de cartilage qui a pété, qui s'est niché dans ma rotule. Et pendant 10 jours, je ne pouvais plus plier ma jambe. C'était horrible. Même la douleur, c'était horrible. Donc ça, c'était début juillet. Et donc à partir de là, je suis prise en charge, arthroscopie, on me le retire, etc. Et je demande à aller dans un centre de rééducation parce que je voulais vraiment faire les choses bien pour le nouveau club parce que j'étais attendue, j'avais un rôle dans cette équipe. Donc je voulais vraiment faire les choses, même si sur le moment, je me suis dit, purée, ton corps, il te lance une alerte là parce que le genou, ça fait quelques années qu'il me faisait mal. J'avais des moments où je sentais rien et puis des moments... je ne pouvais pas jouer sans médicaments, par exemple, parce que la douleur, elle était vraiment intense. Mon genou était gonflé, donc c'était chaud. Et là, je me suis dit, comme si, c'était une sonnette d'alarme, quoi. Tu l'écoutes pas, regarde, tiens, il va te rappeler à l'ordre, tu vois. Et l'anecdote, c'est que donc, j'étais dans ce centre de rééducation qui ressemblait clairement à un hôpital. Et je regardais donc les JO sur mon lit d'hôpital. L'écran, c'est en haut, la fameuse couverture bleue, là, le lit qui se plie, bizarrement. Et j'étais là, je fais purée, tu te rends compte quand même, t'es là, lit d'hôpital, tu regardes les JO. C'était assez bizarre comme sentiment. Mais bon, je lâchais pas. Je voulais vraiment revenir pour mon nouveau club. Mais j'y arrivais pas. Mon genou, il voulait pas coopérer. En fait, il y a eu des moments où ça allait, puis des moments où c'était insoutenable, quoi. Mon genou, il réagissait. Je faisais des exercices, un pas en avant, puis le lendemain, 2 pas en arrière, parce qu'il réagissait mal. J'ai dû refaire des infiltrations. En fait, j'ai mis encore une fois mon corps mais à rude épreuve, mais vraiment plus. Et jusqu'au jour où, en fait, je me suis écroulée, quoi. J'ai dit, les gars, j'y arrive plus. Stop. Genre, vraiment, je ne supporte plus la douleur. J'arrivais plus à sauter. Des choses que je faisais avant que j'arrivais plus. Et je me suis dit, stop. Genre, comme un gong, tu vois. Donc, ça n'a pas été simple. Mais en fait, sur le moment, j'ai ressenti comme un soulagement. Je me disais, tu vas plus prendre des cachets, tu vas plus te faire infiltrer. Tu vois, j'ai eu ce sentiment de me dire, tu vas laisser ton corps, tu vois. En fait, comme si ton corps te disait merci, en fait, au final. Oui. Enfin, ça y est. Voilà, tu m'écoutes. Parce qu'on n'écoute pas, on est tellement... on veut jouer, tu vois, on n'écoute pas. On fait tout ce qu'on peut pour jouer. Et là, j'ai vraiment ressenti ça, tu vois. Les premiers jours où ça y est, c'est acté, qu'est-ce qui se passe Le premier jour, j'avais encore les réflexes. J'ai entraînement. Tu vois, des trucs... tu as aussi ce sentiment de te dire, mais je fais quoi? Tu vois, tu as plein de choses, en fait, qui se mélangent. Tu as ce côté, tu souffles,
tu te mets moins la pression, mais bon, tu as encore les réflexes, forcément. Et puis à savoir que le club, ils ont été vachement cool avec moi, enfin vraiment très compatissants, tu vois. Ils m'ont pas poussé à la porte, ils m'ont laissé le temps de digérer la chose, etc. Donc là-dessus, vraiment, j'étais dans les meilleures conditions, tu vois, pour accepter cette décision. Ouais. Et puis voilà, puis tu relâches, quoi, Ouais. mentalement. Ouais. Oh, ce relâchement, Ça doit faire, il n'a pas de prix. ouais. Vraiment. Au début, c'est dur de relâcher, mais une fois que ça commence, ouah, cette sensation, elle est incroyable. Ça me fait écho au Manon Ouette, avec qui on a fait aussi un épisode qui me parlait de ce bonheur, tu vois, Ouais, de se réveiller sans douleur, oui, de marcher, oui, de prendre les escaliers, de courir. ouais, Ouais, toi, c'est un truc qui te parle aussi. clairement. Ouais. Oui, parce que de toute façon, mon chirurgien m'a dit que j'étais, entre guillemets, condamnée à faire du sport toute ma vie pour limiter la douleur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, mon genou, j'ai quelques séquelles, hein. Je sais que je vais devoir vivre avec, mais c'est largement supportable. Ah, t'auras un peu d'arthrose, j'imagine. Oh bah, j'en ai déjà. T'en as déjà. Ok. Voilà, Bah, pareil. ça, c'est On est normal. dans- Je pense que tout basketteur, il y a de Ouais. l'arthrose, c'est sûr. Donc, bon, c'est classique. Mais après, voilà, je continue à le maintenir et à le renforcer. Mais c'est vrai que ça, ouais, le fait de se réveiller, de ne pas avoir cette douleur, tu sais, ce premier pas là, quand Ouais. tu sors du lit, ça, c'est cool quand même. Ça, c'est ouf. Bah, tu vois, j'ai eu des douleurs chroniques, des tendinites, Ouais. tendons d'Achille, genou, pendant quasiment toute ma carrière. Et tu sais, t'as l'impression que c'est une douleur qui est quasi normale, en fait. Et le jour où je trouve, Ouais. t'as plus mal en te réveillant, en te levant, en courant, C'est trop bien. en fait, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est trop bien. C'est incroyable. Là, Ouais. aujourd'hui, ouais, ton corps, t'en prends encore soin, t'es obligé, en fait. T'as pas Ouais, le je suis choix. obligée. Après, je savais que j'allais continuer le sport, Ouais. hein, même après la carrière. De toute façon, le corps, il réclame, hein. Moi, Ouais, je ouais. peux pas m'arrêter. Ouais. J'aime beaucoup ça. De toute façon, c'est pas une tare, c'est pas une tâche pour moi. Et c'est pour ça que j'arrive à bien le maintenir et que je peux faire plein de choses aujourd'hui. Et arrêter, ça te faisait peur par rapport à ce que tu allais faire, à ce que tu allais devenir, ou est-ce que tu l'avais déjà un peu imaginé, anticipé? Ouais. L'après-carrière, c'est quelque chose que tu redoutes, hein. T'as beau le préparer, tu sais pas ce qui t'attend, tu vois. Et à savoir que l'après-carrière, c'est quelque chose que j'ai pensé. J'ai commencé à vraiment y penser quand il y a eu le Covid. Ok. C'est le confinement, tu es Ouais. là, tu sais pas trop l'avenir, tout ça. Il se passe des trucs là, tu te dis purée, même le sport, tu sais pas. Et donc, en plus, on avait du temps libre. Je me dis, bah, tu sais quoi, commence à te renseigner, à te documenter, tu vois. Donc, je commence à prendre contact avec des gens qui m'indiquent des voies, machin. Regarde ça sur Internet, des capsules de compétences, je crois, ils appelaient ça. Et donc, je regarde des trucs, l'immobilier, des trucs. Je dis, ouais, mais je connais rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, je te jure, vraiment, tu te dis, waouh. Mais à part le sport, je sais faire quoi? Je te jure, tu étais là, tu te poses des questions et tout. Mais voilà, je continue mes recherches et en fait, je tombe sur une dame qui bosse beaucoup avec les sportifs, notamment pour l'après-carrière. Et en fait, elle me propose de faire un bilan de compétences. Ok. Et donc là, bah parfait. Tu vois, je me dis comme ça, voilà, tu commences sur de bonnes bases. Et c'était hyper intéressant. Donc, ça m'a révélé des choses que je savais déjà, des choses que je ne savais pas. Et donc je fais ça. Et puis après, voilà, je commence à me diriger vers des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup, dans lesquelles je me verrais bien. Et là, tu es encore en train de jouer, hein, t'as pas arrêté. Ah, mais si. Ah oui, là, À ce oui. moment-là, Ah oui, là, c'est le Covid. Oui, pardon. Ok. Oui, voilà. À ce D'accord. moment-là, oui. C'est trop bien. Enfin, Ah oui, à ce moment-là, dans ma tête, c'était, bah, il me restait encore des années, tu Ouais. vois. Mais bon, tu as du temps libre, Ouais. tu sais pas trop ce qui va se passer et tout. Donc commence à regarder. Donc après, c'est vrai que les saisons, elles ont repris et tout. J'avoue, pas le temps. Enfin, Ouais. et focus basket. Donc c'est vrai que je laisse un peu de côté. Mais je continue quand même à échanger avec elle et tout. Et voilà, donc l'après-carrière, je pense que sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut anticiper aujourd'hui. Vraiment, tout sportif, c'est très important parce que c'est une autre vie. Hein. Ouais, C'est une clairement. autre vie. Puis on est jeune. Hein, parce que dans le sport,
on dépasse, allez, 30, 31. Je parle dans le basket, je pense dans les autres sports aussi. Ouais, c'est pareil. T'es une ancienne. Ah ouais, mais tu vas bientôt arrêter, non, non. C'est quand je veux, en fait. C'est ça. Et puis une fois que tu arrêtes, tu parles aux chefs d'entreprise, etc. Tu leur dis ton âge. Oh, mais t'es jeune. Ouais. Ça, c'est cool à entendre. Tu vois. Ça rassure un peu. Ça, c'est cool. C'est vrai que d'un côté, t'as retraite, et donc retraite. Non, mais déjà, rien que le mot retraite, retraité, c'est horrible. Fin de carrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis dans ma poursuite professionnelle, tu vois. C'est ça. T'as inventé des mots, mais le mot retraite, il fait mal. Il fait mal. Donc, ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu le sais, d'ailleurs? Oui, je me suis un peu cherchée, évidemment. Comme je l'ai dit, t'as cette phase. T'as beau l'avoir anticipé, si vraiment tu sais, c'est parfait. Mais il y a quand même ce petit laps de temps où tu te cherches quand même. Tu vois, t'es là, t'es purée, ouais, mais là, je sais pas et tout. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je peux pas partir du basket définitivement. Il faut que je reste, il faut que je reste dans ce milieu parce que j'ai ce besoin de transmettre. C'est un milieu qui m'a tellement apporté que j'adore. C'est une passion. C'est une passion. C'est devenu vraiment une passion avant tout. Et donc là, je suis rentrée à l'école au CDES de Limoges. Donc c'est une école universitaire basée à Limoges. Et je prépare le diplôme de General Manager de club sportif pro. Ah ouais, ouais, trop bien. C'est fort ça. Trop bien. Là, on a commencé en septembre. C'est une formation sur 2 ans. On n'est que des anciens sportifs. On est une vingtaine et ça se passe super bien. Donc, c'est gérer un peu... Gérer un club. Un club, ouais. Voilà, c'est ça. En gros, tu as l'appellation General Manager, tu as aussi l'appellation directeur sportif. Ouais. Tu vois, tout dépend en fait dans le club dans lequel tu vas et du rôle que tu as, tu vois. Mais en gros, là, cette école, ce qui est bien, c'est que déjà, ça parle sur tous les sports. Tu vois, j'ai des foot, des rugbyman, j'ai hockey, j'ai vraiment tous les sports. Ouais, c'est trop intéressant. Et puis, tu abordes vraiment tous les sujets du club. Tu as le côté juridique, tu as tout. Franchement, on a des intervenants de fou. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est hyper complet, tu vois. Donc ça, c'est cool. D'ici 2 ans, donc j'espère avoir ce diplôme. Ouais. Donc là, tu travailles. Ouais, voilà, j'ai ça. Après, j'ai des choses à côté. Ouais. Je commande des matchs à la télé. Ça, j'adore aussi. Trop bien. En plus, c'est l'équipe de Bourges, tu vois. Donc, c'est toujours plaisant. Et puis, je fais des petites choses à côté. En 1 an, franchement, j'ai beaucoup vadrouillé. En fait. T'es toujours. Je suis restée dans la dynamique. C'est vraiment le premier truc qu'on m'a dit. Quand tu arrêtes, reste dans la dynamique. Ouais. Parce que forcément, plus ça va passer, plus on va t'oublier petit à petit. C'est normal. C'est comme ça. C'est difficile. C'est difficile. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi. Toi, tu as des anciennes coéquipières qui l'ont peut-être un peu mal vécu ou t'en sais pas grand-chose? Ouais, j'en sais pas grand-chose. Je sais qu'il y a eu de tout. Il y en a qui ont très vite rebondi parce que savaient déjà ce qu'elles voulaient faire. Il y en a, ça a été un peu plus compliqué. Évidemment, c'est un changement, c'est un chamboulement. C'est de passer de la lumière à l'ombre, en quelque sorte. C'est aussi un peu savoir qui on est. Tu vois, c'est une petite crise identitaire. Tu vois, j'ai été sportive, athlète. Il n'y a plus ça. Qu'est-ce que je suis? Tu vois, et ça, il y en a plein. J'en ai connu dur, plein. Ouais. Donc, il y a un peu de tout, tu vois. Mais il faut... Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être accompagné. C'est trop important. Bien sûr, de s'entourer de personnes qui vont t'aider justement à gérer cette transition et de ne pas rester seul. Et j'ai même, en plus des professionnels, même d'anciens sportifs aussi, ça peut être... hyper intéressant d'avoir le retour. Des mentors un peu, tu vois. Ça, il y a ça qui est mis en place. C'est pas mal. Je pense que ça peut être bénéfique pour l'athlète. C'est trop bien. On arrive presque à la fin et j'ai 5 dernières questions très, très difficiles pour toi. Ah. C'est-à-dire écoute, tu vas voir. Alors, la première, c'est quelle a été la plus belle rencontre de ta carrière? Si tu devais en garder ma plus belle rencontre, j'en ai eu tellement. C'est pour ça que c'est dur. Rencontre. Là. Celle qui t'a le plus marqué? Celle qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire mon 2e entraîneur, François Gomez,
C'est un des entraîneurs qui m'a le plus marqué parce que, à savoir, c'est lui qui me contactait quand j'étais jeune et que je refusais. Donc, équipe de France, INSEP. C'était le coach de INSEP aussi. Et je refusais à chaque fois et tout. Et après, donc, je me suis retrouvée dans le même club que lui parce qu'il m'a rappelé forcément après mon année à La Roche-sur-Yon. Il m'a rappelé pour aller à Perpignan. Et en fait, c'est un coach qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un des meilleurs. Clairement, c'était un des meilleurs en France. Et j'aurais jamais cru un jour être avec lui et l'avoir en coach. Donc, c'est une personne qui m'a beaucoup apporté, beaucoup marqué. Ouais. Qui m'a mis à misère. Mais pareil, je l'ai remercié à la fin. Merci. Merci François. Merci François. Le moment le plus difficile ou celui où tu as le plus douté de toi? Le plus difficile... ma première année, hein, franchement, je débarque dans un monde que je connais pas du tout, qui était dur. J'avais un appart j'avais des soucis d'appart. En fait, j'avais plein de petits soucis et tout qui faisaient que ça me perturbait, que du coup, j'ai pleuré tellement de fois. Enfin, ouais, ma première année pro a été très compliquée. Ouais. Si tu devais revivre un seul moment de ta carrière, ça serait lequel? Si je devais revivre, alors je dirais mes finales perdues. Tu vois, pas gagnées. Non. Mes finales perdues, pour gagner, forcément. Coupe de France, parce que c'est le seul titre qui me manque. Okay. J'ai perdu 3 fois. J'ai perdu une fois avec Montpellier, une fois avec Bourges, une fois avec Lasvel. Ah ouais, d'accord. Ouais. À chaque fois une équipe surtout différente. La dernière 2023, parce qu'on a fait le doublé, kiffé faire le triplé. Surtout que pour moi, c'était large. Enfin, on pouvait l'avoir. Et si je pouvais revivre ce match, la finale Coupe de France, tu vois, revivre une défaite. T'as bien changé ma question. Ouais. Ok, d'accord. Le conseil que tu donnerais à la Elena jeune qui se lançait dans le haut niveau? Ouais. Le conseil, ce serait de t'ouvrir, ouvre-toi, parle. Enfin voilà, parce que à savoir, et ça c'est... On va me prendre pour une folle, mais j'étais très introvertie quand j'étais petite. J'étais dans mon coin, j'étais en dehors du groupe. J'ai même des photos chez moi où il y a le groupe. Il y a Elena, à part, dans son coin. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que... Ça a changé. Ouais. Ah ouais, ça a beaucoup changé, tu vois. Donc, le conseil, ce serait ça. C'est ouvre-toi. Ouais, prends ta place. Prends ta place. Tu mérites, enfin, tu vois. Ouais. Trop bien. L'athlète que tu connais et que tu verrais bien passer après toi dans le podcast? Ah, qui pourrait venir dans le même sport ou... Non, franchement, tous les sports. Et que t'aimerais connaître une histoire, peu plus, l'histoire. Si tu y arrives, chapeau, mais j'aimerais bien Antoine Dupont. Ok. Bonne chance. Bonne chance. D'accord. J'aimerais bien savoir. Elle t'intéresse un peu, Okay. J'aimerais bien savoir un peu son passé, son histoire. Qui en plus, est déjà une légende. Alors que, carrément. Ça serait fou. Carrément. Mais merci pour le défi. Bonne chance. C'est ça. Si tu y arrives vraiment là, ça serait trop cool. Connectez-vous. C'est le pire qu'on nous souhaite, c'est clair. Mais écoute, Elena, merci infiniment pour ce moment. Avec plaisir. C'était génial. Je sais que ça fait un moment que je te voulais dans ce podcast et je sais pourquoi, parce que ton histoire est hyper inspirante. Je pense qu'elle parlera à des jeunes qui n'ont pas forcément les chemins, je pense, assez traditionnels et qui ne s'arrêtent pas de rêver, en fait. Qui continuent parce qu'il y a plein d'histoires possibles et je pense que tu en es la preuve. Donc, merci infiniment pour t'être ouvert grand plaisir. De cette façon. J'espère que tu as apprécié le moment aussi, que je n'ai pas été trop... Non, trop nickel. Trop cool. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, un message, une dédicace. Je ne sais pas si ça se fait. Merci à toi. Franchement, moi, j'aime beaucoup ces moments-là. Et si ça peut inspirer, tant mieux. Juste, se dire que tout est possible et que le travail, c'est la clé. Ouais.
Voilà, il faut bosser, il faut aller chercher, mais que tout est possible si on a nos objectifs, si on s'y met à fond, si on est bien entouré. Il n'y a rien qui est... Ouais, c'est faisable. Cool. Merci pour ces mots, Elena. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner. On est disponible sur les plateformes de podcast et sur YouTube également. On a plein d'autres histoires qui arrivent et qu'on a hâte de vous partager. Donc, merci encore de nous suivre et pour la force que vous nous donnez. Merci Elena pour ce moment. À très vite, à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.